Bonjour à tous, bienvenue. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de l'équipe de Finaltis, sommes heureux de vous accueillir pour notre point mensuel. Nous sommes le 15 décembre 2022. Nous sommes ici à Paris sur les Champs-Élysées. Il fait froid, même dans notre salle. Donc, on va réchauffer les choses en allant très, très vite. On a un agenda très chargé puisqu'il s'est passé énormément de choses pendant cette année 2022. Et nous allons vous proposer une lecture, en tout cas les grandes trames d'une lecture pour 2023. Allons-y tout de suite, commençons. Et passons rapidement sur ce premier transparent obligatoire, qui est un avertissement qu'on connaît tous. Donc, les performances tout d'abord. Donc, ces performances sont arrêtées au 30 novembre dernier. Au 30 novembre dernier, un mois de fort rebond sur les marchés d'actions, puisque l'Eurostoxx a rebondi de près de 10% sur le mois, le Standard & Poor's 500 de 5,5% et le Nasdaq de 5,6%. Dans ce contexte-là, nos fonds ont également très bien rebondi, puisque Finaltis Titan était en hausse de 6,7%, Finaltis Evolution Beta, donc un fonds investissant sur la zone euro, de 5%, et Finaltis Digital Leader de 2,8%. Finaltis Gold, donc, qui investit dans les minières aurifères, a rebondi fortement, 17,3%. Alors, les performances depuis le début du mois de décembre, malheureusement, ce rebond ne s'est pas totalement confirmé. On n'est clairement pas confirmé aux États-Unis, puisque le Standard & Poor's a reperdu 2% et le Nasdaq 2,4%. Dans ce contexte-là, Finaltis Titan a perdu 1,3% sur la première quinzaine du mois de décembre. Finaltis Evolution Beta est en légère hausse depuis le début du mois, 30 centimes. Digital Leader, donc le fonds investissant sur les leaders digitaux mondiaux, moins 4,4%. Et le fonds Finaltis Gold, qui investit donc sur les minières aurifères, est en hausse de près de 3% à nouveau depuis le début du mois de décembre. Si on se compare, alors on ne va pas reprendre tous les fonds, mais si on se concentre sur Finaltis Titan, dans la base de données Cantalis, il y a un peu plus de 1400 fonds à fin novembre qui sont classifiés allocation flexible monde. Dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, Finaltis Titan est en sous-performance par rapport à sa catégorie en 2022. C'est exceptionnel, entre guillemets, c'est rare, puisque sur le moyen long terme, Finaltis Titan est en surperformance, en nette surperformance, mais l'année 2022 n'est pas une année normale, pas du tout, puisque les valeurs de croissance sont plus sanctionnées, on le verra, on le dira, on tentera de proposer une lecture de ce phénomène. Les valeurs de croissance souffrent plus en 2022 que la moyenne des marchés, et c'est une anomalie de moyen long terme. Alors, quelques événements clés sur lesquels nous voulions revenir pour 2022 avant de vous proposer notre grille d'analyse pour 2023 et les perspectives que nous voyons pour 2023. Alors, premier événement, bien sûr, on a tous été choqués, particulièrement nous, les Européens. Pourquoi? Puisque en février dernier, un régime kleptocratique emmené par un monsieur pas charmant du tout, qui s'appelle Vladimir Poutine, a décidé d'envahir son voisin. Et ça n'était pas arrivé depuis 75 ans. Alors, ce monsieur se comporte, peu importe, à la limite, il voit des nazis partout et donc il envahit l'Ukraine. C'est le premier conflit armé qu'on a depuis 75 ans. On va voir que ça a des conséquences extrêmement importantes et notamment importantes pour nous, bien entendu humainement et économiquement pour nous, Européens. Le deuxième événement sur lequel on reviendra, il est strictement économique et monétaire, c'est le resserrement historique le plus brutal qu'on ait connu des taux, remontée des taux par la Fed depuis Paul Volcker, donc c'était les années 1980. Et enfin, on se projettera sur 2023, puisque au cours de l'année 2022, s'est poursuivie une politique qu'il est de tradition d'appeler une politique zéro Covid en Chine, et son allègement, qui semble être en cours, préfigure une année 2023 qui porte, à notre avis en tout cas, des opportunités dont il faudra tirer profit avec prudence. On y reviendra. Donc, le premier conflit interétatique en Europe depuis 75 ans, c'est quoi? Bon, bien entendu, c'est un drame humain, c'est un drame géopolitique, c'est une bascule, c'est la fin en fait d'une période très clairement, puisque un État décide qu'un plus petit que lui à côté, eh bien, il peut tout simplement faire ce qu'il veut au mépris total de l'ordre international, cet ordre lui déplaisant profondément. Donc, ça, comme conséquence pour nous qui sommes investisseurs, c'est une profonde déstabilisation de l'économie mondiale. Alors, pas tellement parce que la Russie
C'est une grande économie. Alors, la Russie, c'est la 11e économie mondiale. Enfin, c'était la 11e économie mondiale en 2021, juste derrière la Corée. Mais c'est surtout, en fait, un énorme producteur de matières premières. C'est le premier producteur, c'est le deuxième, pardon, producteur de gaz naturel au monde. C'est le premier détenteur des réserves de gaz naturel. Les importations en 2021 de gaz naturel de l'Union européenne provenaient à 45% de la Russie. Alors, c'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, bien sûr, mais c'était absolument substantiel. Là, le pétrole, en fait, les Russes sont détenteurs des sixièmes réserves mondiales et ce sont les deuxièmes producteurs au monde. Il est très difficile de se sevrer du pétrole russe, notamment pour nous, les Européens, et l'Union européenne a continué à importer à peu près 22 milliards d'euros, pour l'équivalent de 22 milliards d'euros de pétrole par mois depuis le début de la guerre. Donc le sevrage est en cours, mais il est difficile et douloureux. Et en termes de production, pour sortir un peu de l'énergie, en parlant du blé, eh bien 10% de la production mondiale provient de Russie. Et c'est le premier exportateur mondial, puisque 1/5 des exportations en monde de blé proviennent de Russie. Si on ajoute celle de l'Ukraine, eh bien, on a de très loin le premier bloc mondial de fournisseurs de blé. Alors, depuis le 5 décembre dernier, on a l'entrée en vigueur d'un embargo de fait qui avait été décidé en mai, mais dont la mise en application a été reportée à début décembre. Maintenant, c'est fait. On a un embargo de fait sur 90% en fait, du pétrole russe au niveau de l'Union européenne. Et au niveau mondial, on a un plafond de prix qui est imposé sur le baril en provenance de Russie à $60, sachant que le prix du pétrole, le baril est plutôt à $70. Le prix du pétrole, d'ailleurs, qui ne cesse de baisser, on y reviendra. Alors, il s'agit tout simplement, enfin très clairement, d'une mise à l'épreuve du modèle économique européen. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'énergie peu chère. Si on compare tout simplement ce que coûte le gaz aux États-Unis, en se référant au British Thermal Unit, qui est la façon qu'on a dans le monde de mesurer cette énergie, eh bien, on est 6 fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis. Tout simplement parce qu'on produit peu de gaz en Europe, alors qu'aux États-Unis, on en est producteur. Si on regarde l'importation, les produits importés en zone euro, on est sur une inflation extrêmement conséquente de plus de 30% en rythme annuel. Donc, on est face à un choc absolument massif qui est un défi pour nous, Européens, et nos économies. Alors, en face de ce choc, qu'avons-nous? Eh bien, on a un renforcement absolu et relatif de la position des États-Unis. L'appréciation du dollar est liée, bien sûr, à l'enchérissement des taux décidés par la Fed, et l'enchérissement relatif de ces taux par rapport aux taux de la zone euro, mais également par rapport à la puissance en réalité et aux capacités de l'économie américaine. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont indépendants militairement, ça reste, malgré les grands efforts de la Chine pour les détrôner, la première armée au monde de très très loin, et on le voit également en Ukraine, puisque nous, Européens, sommes bien avons des difficultés pour fournir des armes à l'Ukraine, tout simplement parce qu'on en a peu, on a peu de munitions, on est très peu équipés. On a, comme on dit certains experts, des armées, notamment nous, Français, une armée bonsaï. On a tout, mais en très petite quantité. Les Américains ont tout et en grande quantité. Donc, ils sont indépendants militairement, ils sont indépendants énergétiquement. Au premier semestre 2022, les États-Unis sont devenus le premier fournisseur mondial de GNL, de gaz naturel liquéfié, et leurs exportations, les importations en Union européenne et en Royaume-Uni représentaient 71% en la matière, d'ailleurs, depuis le début au premier semestre, en l'occurrence, de 2022. Et les États-Unis ont bien l'intention d'accélérer encore et de renforcer leurs capacités et leur indépendance économique. L'administration Biden a fait voter un Inflation Reduction Act qui représente pratiquement 400 milliards de dollars de subventions accordées aux fabricants américains ou aux entreprises étrangères, mais pour peu qu'elles investissent aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans la visite d'État d'Emmanuel Macron, il y a quelques jours maintenant, c'est un des sujets, entre guillemets, de discorde avec les États-Unis, parce qu'on sait bien, nous, Européens, que cet argent va tout simplement servir à accroître l'avantage compétitif que les Américains ont par rapport à nos entreprises, et on le considère évidemment comme un avantage
déloyale. Alors, les conséquences de tout ça, quelles sont-elles? Eh bien, on a une baisse du prix des produits importés aux États-Unis. C'est très net depuis juillet. Vous voyez le graphe en bas à droite sur votre écran. Et la conséquence directe de tout ça, c'est l'amélioration de leur balance commerciale. Alors, les moyens, revenons sur le point, l'indépendance, la souveraineté. Bon, on a une guerre en Europe, donc la souveraineté, c'est plus du tout un concept. Il ne s'agit plus de profiter des dividendes de la paix, il s'agit de se préparer. Et si on veut cette paix, il faut malheureusement se préparer à la guerre. Et donc avoir des entreprises qui sont capables de produire, c'est absolument essentiel. Il se trouve que dans les 8 premières entreprises mondiales d'armement, eh bien, vous en avez, les 5 premières sont américaines et dans les 3 suivantes, il y en a 2 chinoises. En dynamique, c'est malheureux, mais c'est une réalité, les chiffres sont têtus, les Chinois sont en train de s'armer à vitesse accélérée et leurs entreprises d'armement croissent très très vite. La seule européenne, entre guillemets, dans ce classement, c'est une anglaise, BAE Systems. La première française, enfin la première européenne de la zone euro pointe à la 12e position, c'est l'italienne Leonardo, et puis Airbus à la 15e, Thales à la 16e. Si on regarde le plus grand producteur de pétrole, donc l'énergie étant la capacité et l'accès à l'énergie, certains disent que l'économie c'est de l'énergie transformée, donc le pétrole, n'en déplaise à Saint-Jean-Covici, le pétrole, ça reste quand même le nerf de la guerre. Eh bien, le premier producteur au monde, ce sont les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite et ensuite la Chine. Si on fait une forme de synthèse et on se projette dans tout ça, à quoi faisons-nous face? Eh bien, disons-le clairement, un risque majeur de délocalisation. Avec leur Inflation Reduction Act, 400 milliards, on le répète, de dollars, les États-Unis sont en train de se préparer, sont en train de se doter des armes nécessaires, des armes financières, à leur réindustrialisation. Nous, Européens, que faisons-nous? Eh bien, on a une réglementation, elle est magnifique, c'est ce que l'on produit en plus grande quantité d'ailleurs. On va coller un maximum de taxes, on va augmenter le coût du travail, il est déjà très élevé, et on va augmenter les impôts qui sont déjà eux-mêmes très élevés. Et il ne faut pas être grand clair pour se rendre compte que tant que nous serons dans cette logique-là, on fera face à un risque majeur de délocalisation et même de délocalisation aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais les chiffres sont quand même têtus. Si on veut notre indépendance économique, on n'est pas tout à fait en train de créer les conditions pour ce faire, d'autant plus que presque philosophiquement, l'évangile écologiste selon Saint Jean-Covici est en train de faire des ravages. L'Europe, en conclusion, à notre avis, n'est pas en position, malheureusement, et on le regrette, de profiter pleinement de la baisse de l'euro face au dollar. Alors, les balances commerciales, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, vous avez quelque chose qui évolue, alors pas en symétrie parfaite, mais quand même. On a celle de la zone euro qui est en train de se détériorer très nettement et celle des États-Unis qui s'améliore mois après mois. Alors, ça, c'était l'aspect, l'impact totalement direct de cette crise géopolitique majeure, de cette guerre. Deuxième phénomène, donc le resserrement monétaire de la Fed. Renaud. Merci Denis. Donc, il faut habiter dans une cabane très très isolée pour ne pas être au courant qu'on vit le resserrement monétaire, le resserrement des conditions financières le plus important depuis Paul Volcker. Donc, il faut remonter aux années 80 pour voir une Fed aussi agressive. Alors, une Fed agressive, ça veut dire forcément une pression sur les marchés d'actifs, obligations et actions. Ce qui est très rare cette année, c'est que les obligations et les actions ont baissé de concert et on parle de sommes absolument spectaculaires. Donc, à la mi-septembre, il y avait 59 trilliards de dollars qui avaient été de valeur boursière ou au travers des obligations qui avaient été détruites. Le marché a remonté depuis, mais ça reste une année bien sûr très compliquée. Il faut dire que le gouvernement américain, voilà, aujourd'hui, rémunère le cash. Donc forcément, tous les placements, quels qu'ils soient, y compris le private equity, l'immobilier, ont un rendement qui est comparé maintenant au taux sans risque assez gratifiant que nous réserve le gouvernement américain.
Alors, bon, c'est une année, vous savez qu'aux États-Unis, dans le monde de la banque privée, disons, on utilise beaucoup le fameux 60-40, 60 actions, 40 obligations. Donc, ça a bien remonté, mais à un moment de l'année, et donc le flashage à septembre nous gratifiait de la pire année pour le portefeuille 60-40 depuis 100 ans, ce qui est assez remarquable. Aujourd'hui, nos mises à jour nous indiquent qu'on est plutôt à moins 18 sur un composite action-obligation aux US. Donc là, vous voyez un graphique en forme d'aile de papillon. Il n'est pas très beau ce papillon, mais quand même, on voit que le jaune, ça monte, c'est les taux Fed. Hein, donc on s'est pris 4 fois 75 BP, c'est absolument historique, à 4 meetings de suite. Et hier, Powell nous a offert 50 BP de resserrement supplémentaire. Donc, c'est déjà une forme de soulagement, hein, puisque la pente de la hausse est moins forte, mais malgré tout, ça met tout le monde un peu sous pression. Et vous voyez la courbe bleue voilà, baisser. Et ça, c'est tout simplement le S&P qui a quand même fait une belle patte de rallye, comme on le disait au début, sur octobre-novembre. Décembre reste à écrire. Alors, bon, les Français fans de foot conseillent Didier Deschamps, malgré son palmarès exceptionnel. Nous, passionnés de macroéconomie, on aime conseiller les banquiers privés. Et là, les banquiers centraux, pas privés. Et là, bien sûr, en toute humilité, on doit dire que donner des conseils à Jérôme ou Madame Lagarde, c'est très, très compliqué, puisqu'ils sont l'un comme l'autre entre l'enclume et le marteau. L'enclume, c'est que s'il resserre trop fort les conditions financières, bien sûr, ça fait prendre un risque de hard landing, hein, en bon français. Donc, ça peut casser complètement la croissance. Et si le resserrement monétaire est trop faible, on risque, l'inflation risque de s'inscrire dans la durée. Donc là, pour l'anecdote, Christine Lagarde est en train de parler, ou était en train de parler il y a quelques minutes. Elle a eu un discours plutôt dur. Donc, on est plutôt sur le côté gauche de ce dessin, fort resserrement monétaire. Et bien sûr, la dette italienne est partie en sucette. On s'écarte de 25 BP sur la dette italienne. Et donc, on revient sur des niveaux bien au-delà de 4%. Et donc là, bien sûr, ça fait peser un risque sur la croissance italienne notamment. Mais c'est toute la zone euro qui, après ce discours de Christine Lagarde d'il y a quelques minutes, se tend énormément. Alors, quand même, on ne va pas bouder notre plaisir de voir enfin des signes positifs sur le front de l'inflation, hein, parce qu'après un resserrement si violent, c'est vrai que la patience des investisseurs avait été mise à rude épreuve, puisqu'il a fallu attendre le 10 novembre pour avoir le premier CPI, le fameux CPI positif, disons, positif sur l'inflation, ça veut dire moins d'inflation qu'anticipé, et le chiffre qu'on a eu il y a 2 jours était bon aussi. Donc, enfin, on sent que Jérôme Powell a de la prise, a de la traction sur l'inflation et qu'il arrive à la maintenir et peut-être la faire baisser très significativement sur 2023. Donc attention bien sûr, voilà, c'est toujours l'enclume et le marteau, hein, donc attention au risque de récession. Vous savez que les économistes, les investisseurs en général regardent beaucoup les inversions de courbe. C'est assez rare, hein, quand vous êtes mieux rémunéré à 2 ans en prêtant de l'argent à 2 ans qu'en prêtant de l'argent à 10 ans. C'est bien sûr des signes très récessionnistes. C'est ce qu'on vit aujourd'hui et de manière très marquée aux États-Unis. Alors, l'impact sur les marchés en 2022 de ce qu'on vient de vous décrire, on va aller assez vite, mais il est important de faire un tout petit arrêt sur image quand même sur ce qu'on a vécu. Donc, une dispersion incroyable entre valeur de croissance et valeur value, on va dire. Donc, le S&P value qui surperforme sur la durée, le S&P growth a fait une très très bonne année, hein, puisque quasiment sur
un an glissant, un peu plus, on est à 30 points d'écart. Voilà, donc si aujourd'hui, si dans ce marché-là, vous aviez de la croissance, de la visibilité, une résistance aux crises, un business résilient, mais un business qui est coupable d'être très, très régulier dans sa croissance, ce n'était pas du tout des marchés qui étaient bons. Il fallait avoir des secteurs très value, très cycliques, matières premières, pétrole, mais on va vous montrer que cet axe d'investissement peut aussi porter un certain nombre de dangers pour les semaines ou les mois à venir. Ce qui a caractérisé l'année 2022, c'est la grande dispersion. Donc, je sais que tout le monde s'inquiète quand on confie un mandat en action, un mandat diversifié à un gérant. Quelle est la part des actions? En fait, aujourd'hui, sur un mandat, sur l'année 2022, que vous ayez 30, 40 ou 70% d'actions, ce n'est pas forcément ça qui fabriquait la performance. Ce qui fabriquait la performance, c'est sur quel secteur vous étiez. Donc là, dispersion incroyable liée à cette politique monétaire, ce resserrement monétaire. Si vous aviez de la technologie sur l'année, vous faites en Europe, là on a pris l'exemple européen, sur les 600 plus grosses boîtes européennes, en moyenne, les valeurs technologiques font moins 22, alors que les valeurs énergétiques font plus 25. Donc on parle bien de presque 50% d'écart entre le secteur le plus performant et le moins performant. Donc, bien sûr, on arrive dans ce monde un peu aberrant où les indices les plus mal construits tirent bien leur épingle du jeu. Donc, le Dow Jones, il y a personne, je dirais, assez fou pour lancer des trackers Dow Jones, quoi. Les trackers qui fonctionnent et qui collectent, c'est ceux sur le S&P 500. C'est normal. Le S&P 500 est un indice bien diversifié, très bien construit sur les 500 plus grandes valeurs américaines, mais il se fait totalement laminer par le Dow Jones qui, lui, est sur une assiette très étroite d'une trentaine de valeurs. Voilà, on parle quand même de près de 10 points d'écart. Et le pendant européen de ça, c'est que notre bon vieux CAC 40, qui je dois dire est un support très sous-performant sur de longues années, cette année est presque la star des indices mondiaux. Pourquoi? Parce que il y a la première ou la deuxième market cap, ça dépend, ils se font un peu la compète avec LVMH, fait une performance de presque 30% en year-to-date. Et donc, le CAC 40 est très mal construit, très concentré sur quelques secteurs, pas mal d'énergie, pas mal de valeurs financières, et c'est ça, et pas mal de valeurs en recovery, quoi. On espère pour elles en recovery, des valeurs notamment automobiles, et c'est ça qui a fonctionné cette année.